Bonjour Carole Rousseau. Bonjour. Bonjour Harry Roselmack. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain pour ce face au lecteur exceptionnel, ici à la FIM aujourd'hui. Après Patricia Cass, Patrick Bruel, Youssou N'Dour et Florence Foresti, c'est vous qui aujourd'hui allez répondre à 5 de nos lecteurs. Ils ont préparé une trentaine de questions pour vous et pour crever l'écran avec vous, pour aller dans les coulisses de TF1 et de vos émissions. Mais je croyais qu'on était entre nous, que Presque entre nous. on serait dans une petite salle. Il y a beaucoup de monde, ça va être un exercice assez nouveau. Hein. Bonjour tout le monde. Alors on va commencer tout de suite avec une question d'Aline sur la célébrité qui s'adresse à vous deux. Donc d'abord, je voulais vous remercier de pouvoir partager ce moment privilégié avec vous. Ma question est de savoir s'il est difficile pour vous de conjuguer votre vie privée avec votre vie professionnelle. Honneur aux dames. Difficile. On en parlait tout à l'heure avec effectivement les collégiens et les lycéens. Là où c'est difficile, c'est que ça vous demande beaucoup de temps, ça demande un investissement, ça demande quelques sacrifices, mais Harry disait tout à l'heure plus pour les proches que pour nous, parce que, enfin je parle en mon nom, on est passionnés, donc c'est vrai que cet investissement-là, il paraît pas très difficile. C'est sûr que certains week-ends, je préfère être chez moi qu'à travailler au bureau, mais il y a un moment, c'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, après, sur le fait de vivre, d'être quelqu'un de connu et de protéger sa vie privée, moi j'ai pas de difficulté à la vivre parce que je la protège beaucoup et j'ai besoin pour mon équilibre de faire la différence entre ma vie au bureau, ma vie à la télé et ma vie chez moi et avec mes proches. D'accord. Je pense comme Carole que dans ces cas-là il faut être radical, il ne faut rien donner. Si vous donnez un petit peu, après c'est fini, vous êtes harcelé non seulement par les confrères de cette presse-là, qui veulent en savoir plus, et aussi vous attisez évidemment la curiosité des gens. Moi, peut-être bizarrement pour les gens auxquels je parle, je vais faire mes courses au centre commercial d'à côté, mais sans aucun problème. Alors j'ai souvent une casquette, je suis en jean, et les gens soit font pas le rapport, soit lorsqu'ils me voient, je suis tellement normal qu'ils me laissent faire ce que j'ai à faire, et voilà, j'ai aucun problème. C'est pareil, j'y vais souvent pas coiffée, pas maquillée, alors donc on me prend souvent pour une autre en plus, donc ça me va très bien comme ça, pas de problème. Fosy va s'intéresser maintenant à votre pouvoir de séduction, Harry. Bonjour Monsieur Roselmack. Bonjour Monsieur. Ma question s'adresse à vous. Donc, vous êtes régulièrement classé en tête du hit parade des animateurs préférés des Français. Êtes-vous conscient de votre pouvoir de séduction justement? Pratiquez-vous régulièrement du sport? Si oui, lesquels? En fait, mon secret, c'est dans une petite fiole. Si vous voulez, je vous en prêterai. Non, je rigole. Alors, je suis toujours effectivement très surpris d'être aussi populaire, même si je sais que je travaille sur une chaîne qui l'est et qui est une chaîne qui est puissante, qui touche un grand nombre de Français. Dans la mesure où moi je n'y suis que depuis 2006, je trouve que ça a été très vite, mais moi ce qui me satisfait, c'est que ça valide cette stratégie de ne pas parler de ma vie privée. Je pense que si les gens m'apprécient, c'est parce qu'ils apprécient ce que je fais à l'antenne, et c'est ce qui est le plus important pour moi. Après, pouvoir de séduction, j'en sais rien. Menteur. Non, c'est vrai. Est-ce que j'en ai déjà profité avec toi? Jamais. Ouais, alors Harry, on se connaît plutôt bien, sans se connaître très très bien, mais on s'aperçoit qu'on est toujours copains de photos quand il y a des séances de photos à TF1. On se retrouve toujours à faire des trucs ensemble, et là franchement je pense que c'est le hasard, et on se retrouve de nouveau ensemble. Donc moi je suis très contente. Toi je sais pas. Ah ben moi je suis ravi. Moi, je suis ravi aussi. Mais alors c'est vrai que l'image que les gens ont de vous, moi je l'analyse comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'analyser. C'est pas vous en tant que tel qui êtes beau, qui êtes le meilleur, qui êtes le plus intelligent, c'est le média qui vous rend intéressant, parce que voilà, vous êtes dans une sphère qui est une sphère où il y a relativement peu de monde, et ces gens-là sont très exposés, donc c'est l'exposition qui fait beaucoup
de ce qu'on projette sur vous. Et c'est pas vous qui... il faut savoir que le jour où ça va s'arrêter, moi j'en suis conscient, le jour où ça va s'arrêter, je donne pas 6 mois pour que tout le reste s'arrête aussi. Et ça, il faut l'avoir en tête pour garder un peu la tête sur les épaules, justement. Ça, c'est très important ce que dit Harry, parce que moi j'ai été élevée, entre guillemets, dans ce métier de la télévision, en me disant de toute façon, si c'est pas toi, c'est une autre. C'est un peu ça, et que c'est le média qui fait l'animateur et pas c'est la chaîne qui fait l'animateur et pas l'animateur qui fait la chaîne. Et ça, pour une chaîne comme TF1, c'est extrêmement important parce que on existe grâce à la puissance de la chaîne aussi. Alors après que le talent, le fait qu'on soit populaire, qu'on passe bien et tout, continue et perpétue ce chemin-là, soit. Mais c'est d'abord la puissance de la chaîne qui vous met en avant aussi. Carole, Nadine voudrait s'intéresser à vos rêves d'enfant. Oula. Oui, alors, quand vous étiez petite, vous aviez sans doute des rêves. Et moi, je voulais savoir si votre réussite professionnelle vous a permis d'en réaliser quelques-uns, si c'est pas indiscret, bien sûr. Alors, c'est une bonne question, parce que moi, petite, je voulais être médecin. À la vue d'une aiguille, je m'évanouis ou à peu près, donc j'ai assez vite laissé tomber. Ce que m'apporte ce métier, plus que des rêves, c'est m'amener à moi qui suis quelqu'un d'assez, alors ça se voit peut-être pas comme ça, mais assez pudique, assez réservé, qui suis pas dans un rapport très immédiat avec les gens. Je trouve que le contact avec les gens est assez formidable et je me nourris beaucoup de ça. Donc moi, c'est les gens qui m'amènent à m'ouvrir aux autres. Donc c'est un peu une forme de thérapie, appelez ça comme vous voulez, mais j'ai beaucoup progressé là-dessus grâce à ce métier. Merci. Nadine s'intéresse maintenant à votre vie en dehors des plateaux, Harry. Alors oui, quand vous ne travaillez pas, ce qui doit être rare, quels sont vos loisirs, vos centres d'intérêt et ce qui vous permet de compenser et de vous ressourcer? Ma famille, évidemment. Et puis l'écriture, j'ai pas le temps malheureusement depuis quelques mois maintenant de m'y adonner comme je le voudrais, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, j'ai déjà publié et je pense que j'aimerais avoir la possibilité de le refaire à l'avenir. Mais vous écrivez des articles? Non, des fictions, j'ai publié déjà un roman et voilà. Une question d'Aline maintenant après vos rêves d'enfant sur votre jardin secret, Carole. Oula. Et vous croyez que je vais vous le dire? Alors Carole Rousseau, j'aimerais savoir si vous avez un endroit particulier ou peut-être même bien un pays où vous aimez vous réfugier pour vous ressourcer. Ah bah alors écoutez, celle-là je peux y répondre avec plaisir. Il y a une cure en Italie où j'aime bien aller une fois de temps en temps, une fois par an. Mais au-delà de la cure, c'est que l'endroit c'est dans le Tyrol italien, c'est à la frontière autrichienne. C'est à la fois, c'est le village de Sissi Impératrice, ça s'appelle Merano et c'est un endroit où vous êtes à la fois à la montagne. J'adore ces paysages comme ça. Moi, je pourrais aller me réfugier en Écosse, en Irlande, au fin fond de la Corse. Vous voyez, j'adore ce type de choses, voilà, d'endroits. Et là, j'ai cet endroit-là où je trouve que l'air est génial. Je trouve qu'il y a une espèce de microclimat. J'adore y aller seule parce que j'aime bien, passer un peu de temps aussi hors de toute sollicitation. Voilà, c'est une petite retraite qui me fait beaucoup de bien à la tête. Merci. Anthony voudrait s'intéresser quelques instants sur vos engagements, Harry. Bonjour tous les deux. Harry Roselmack, donc vous avez dirigé un club pour la diversité qui s'appelait Averroès. J'aurais aimé savoir d'abord si ce club vous a aidé dans votre carrière d'une manière ou d'une autre. Et en deuxième temps, j'aurais aimé savoir si aujourd'hui vous pensez que le petit écran est représentatif de la diversité sociale française. Et s'il est bon ou pas de mettre des quotas à la télé comme dans tout autre secteur. Voilà. Alors je n'ai pas dirigé le collectif dont vous parlez, qui s'appelle le collectif Averroès, qui est quelque chose de tout à fait informel. Il n'y a pas de bureau parce que ce n'est pas une association. Voilà, c'est un ensemble de gens, de professionnels ou d'aspirants professionnels dans ce milieu de l'audiovisuel qui se réunissent et qui invitent des responsables de chaîne pour parler de ces questions de la diversité. Donc effectivement, je participe aux réunions de ce collectif. Est-ce que ça m'a aidé dans ma carrière? C'est très possible parce que effectivement, moi je suis rentré dans ce collectif. J'étais déjà à France Info, je faisais le métier que j'aime et j'avais pas besoin, si vous voulez,
voilà, d'aller plus loin que ça au moment où j'y suis entré. Mais c'est vrai que le fait de parler au nom de ce collectif et de rencontrer des responsables de chaîne a sûrement fait que certains m'ont identifié à ce moment-là, et ça a sans doute joué un rôle. Mais Averroès n'est en aucun cas une agence de placement. On rentre pas dans ce collectif pour trouver une place dans un média. On y va pour parler de la question de la diversité. Et le troisième volet de la question, c'était est-ce que la télé est assez diverse ? Elle l'est de plus en plus, il faut s'en féliciter. Il ne faut pas être trop impatient. On est dans un contexte économique où de toute façon on recrute peu, et donc dans les périodes où on recrute peu, il est difficile de faire de la diversité de façon spectaculaire. Mais je crois que c'est en tout cas, ce qui est important, c'est que c'est une notion qui est entrée dans les têtes aujourd'hui, et on voit dans les différents mouvements, même de chaînes, Audrey Pulvar a bougé très récemment, Sébastien Follin a bougé lui aussi. On sent que ce critère-là fait partie désormais de la réflexion des chaînes en termes de programmation, donc c'est surtout ça que je retiens. On poursuit sur le même thème avec Asdine. Alors le débat en fait autour de la couleur de la peau et l'origine ethnique, est-ce que vous pensez que c'est un débat qui est dépassé en France, ou est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité ? Je pense que ce débat, ou en tout cas cette préoccupation, il faut continuer à la promouvoir et à la soutenir, parce qu'il faudra justement, effectivement, au moment où les choses vont repartir sur le plan économique, il va falloir que là on ait les effets, et pas simplement dans les médias. Moi je milite pas pour la diversité, je le fais au sein d'Averroès parce que c'est un collectif qui s'intéresse aux médias, mais je pense que dans l'ensemble de la sphère économique, culturelle, politique française, il doit y avoir plus de diversité. Donc évidemment il y a encore beaucoup à faire et il faut encore en parler. On change de sujet avec Aline qui s'intéresse à vos influences à tous les deux. Donc j'aimerais savoir si vous avez un modèle, une personnalité qui vous a donné l'envie de faire de la télévision. Plus qu'une... je suis pas du tout le type de personnalité qui est fan d'eux, moi. Je suis très cartésienne, assez lucide, etc. En revanche, quand je vois mon parcours, je me souviens d'une époque où je regardais La Marche du siècle, l'émission de Jean-Marie Cavada, qui était un magazine de société. Et je regardais, j'étais toute jeune, enfin je sais plus quel âge j'avais, et je regardais cette émission et je me disais, oh mon Dieu, mais c'est génial, j'adorerais travailler sur cette émission, j'avalais les génériques, je connaissais les noms par cœur, et c'est marrant parce que après on retrouve ces professionnels qu'on a connus, dont on a lu les noms, mais voilà, j'ai eu envie de ça, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir faire un stage sur cette émission. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'être dans ce métier, dans cet univers. Mais j'ai pas un modèle à proprement parler, non. Oui. Pareil pour moi, j'ai pas de modèle, et d'autant plus que encore une fois, quand j'ai voulu faire ce métier, j'ai pas voulu faire de la télé. Moi, j'ai voulu faire de la radio. Et je suis arrivé à la télé, par bonheur, je peux le dire aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Donc non, j'ai pas vraiment de modèle. Il y a des gens que j'admire beaucoup, mais c'est pareil, je suis pas fan d'attitude. Fosy voudrait légèrement réécrire votre histoire, Harry. Sur Rosenmax, si vous n'auriez pas fait journaliste, quel métier auriez-vous aimé faire, pardon ? Écrivain. Carole ? Bonne question. Qu'est-ce que j'aurais... souvent, alors aujourd'hui, parce que moi, ma préoccupation, je me dis, bon, alors après, je vais avoir une deuxième vie. Est-ce que je vais pas rester éternellement à la télévision ? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? Alors, les autres métiers qui peuvent m'intéresser, alors je sais pas si c'est pas trop tard, mais on sait jamais, c'est pédopsychiatre, parce que j'adore ça. J'adore les enfants, j'adore cette construction-là, j'adore cette matière-là, ou avocate, là. Je me dis, je vais reprendre mes études de droit et je vais passer mon diplôme d'avocat. Voilà, mais ça me dure un peu, il faut que j'y réfléchisse, on ne sait pas. Voilà. Mais... Une question d'Asdine, toujours pour tous les deux. Ouais, alors mais qu'est-ce qui vous a poussé en fait à être journaliste et présentatrice télé ? Ce qui m'a poussé à être journaliste, c'est tout un ensemble de choses. C'est une curiosité pour ce qui se passait autour de moi, c'est un plaisir à communiquer aussi avec d'autres. Et puis l'amour aussi encore une fois, de l'écriture, j'aimais beaucoup faire des rédactions quand j'étais à l'école. Donc tout ça m'a conduit, quand je réunissais tous les différents critères, il n'y en avait pas 10 métiers, il y en avait un, c'était celui de journaliste. Alors moi,
je me destinais pas du tout ni à l'antenne. J'avais envie de travailler à la télévision, j'avais envie de faire du reportage, j'en ai fait un peu, peut-être pas assez à mon goût. Moi, j'aurais adoré faire de l'investigation, des vrais reportages, taper, dénoncer, tout, parce que j'ai vraiment ce tempérament-là. Je le fais en faisant travailler les autres, quand je fais 90 minutes enquête, par exemple, ou appel d'urgence. Non, je voulais faire de la communication d'entreprise au départ, moi. Alors, j'en suis assez loin. Et après, qu'est-ce qui vous amène à ça? C'est le hasard en ce qui me concerne, c'est les rencontres, c'est tiens, il y a un casting, pourquoi t'y vas pas? Non mais attends, j'ai jamais fait ça, comment tu veux que j'essaye? Mais vas-y, essaye, t'as rien à perdre. Et j'ai essayé et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et de ce jour-là, je dis ma vie a changé. Oui, parce qu'alors une fois que vous faites de l'antenne, là c'est moins facile. C'est à la fois plus facile et plus difficile. Justement, Carole Anthony s'intéresse à vos choix d'émissions. Oui, justement, donc vous avez présenté beaucoup d'émissions, surtout depuis que vous êtes sur TF1, on vous a vu dans beaucoup d'émissions différentes. Les spectateurs peuvent d'ailleurs avoir l'impression, et les médias disent souvent ça aussi, que vous êtes utilisé à toutes les sauces parce que vous faites de l'audimat. Est-ce que vous avez vous avez la main sur les émissions que vous présentez? Est-ce que vous avez un choix? C'est vous-même qui les choisissez, et comment? Alors, ça a toujours été la grande discussion au sein de la chaîne. C'est-à-dire que j'ai la capacité de faire plusieurs choses. À la fois du divertissement pur, du prime, genre grand concours, des animateurs ou autres, où c'est ludique, c'est du jeu, c'est du divertissement, c'est très grand public. Et j'ai à la fois la capacité de faire du magazine, comme quand je fais Appel d'urgence, C'est quoi l'amour, 90 minutes enquête, qui sont des magazines de société. Quand je fais les 30 histoires avec Jacques Legros, c'est du magazine en prime time. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même une cohérence dans mon parcours, parce que je raconte des histoires et je m'intéresse aux histoires des autres. Voilà, c'est ça que je mets en avant. Quand je m'intéresse aux enfants malades sur C'est quoi l'amour, c'est des parcours de famille, etc. Quand je m'intéresse à des documents, à des magazines de société, c'est toujours ça que j'essaye de mettre en avant aussi. Le choix des émissions, c'est sur une carrière, j'ai commencé en 96, donc ça fait quand même quelques années. J'ai eu des missions, j'ai fait du talk show, j'en fais plus, j'ai fait du people, j'en fais plus. Je suis plutôt sur du magazine et plutôt sur des émissions de reportage. Et ça, je pense que c'est une forme de cohérence par rapport à mon parcours. Maintenant, il y a des émissions que je refuse. Maintenant, il m'arrive encore de faire des erreurs en disant oui à certaines émissions, mais c'est rare. Alors, de la presse écrite à la radio, à la télévision, Nadine voudrait retracer votre parcours jusqu'aux 20h. C'était simplement savoir le cursus scolaire, enfin les études que vous avez suivies, enfin, surtout vous Harry, au niveau pour en arriver où vous êtes, quoi. Voilà. Alors après mon bac, j'ai passé un DUT de journalisme à Tours. Ensuite, j'ai travaillé à la Poste pendant 1 an, tout en suivant des études d'histoire à la fac de Tours. Donc au cours de cette année de fac, j'ai passé mon doc d'histoire. Ensuite, j'ai trouvé du travail dans le journalisme, donc je suis parti à Paris travailler dans cette radio qui s'appelait, puisqu'elle n'existe plus, Média Tropical. J'ai travaillé presque 5 ans en faisant plein de choses différentes. Ce qui est bien dans les petites structures, c'est que j'y ai fait de la présentation, j'ai fait du reportage, j'ai fait du magazine. On y a reçu des politiques, surtout évidemment pendant les campagnes électorales de haut rang, puisque c'était la seule façon pour eux de toucher l'ensemble de la communauté afro-antillaise de la région parisienne. Et après ces 5 ans, je suis parti à Radio France. J'ai travaillé 1 an dans les locales en remplacement des journalistes qui étaient soit malades, soit absents pour d'autres raisons. Donc j'ai fait une dizaine de locales en 1 an. J'ai ensuite travaillé à France Info pendant 4 ans. Après ces 4 ans de France Info, j'ai eu la proposition de Canal+ et d'ITélé. Donc j'ai travaillé 1 an à la fois sur le journal du midi dans Nous ne sommes pas des anges, qui était l'émission présentée sur Canal par Maïté Nabirabin, et sur le journal de 18h d'ITélé. Et ensuite, ça a été, après cette année de Canal et ITélé, ça a été TF1. Quel conseil vous donneriez tous les deux justement à des jeunes qui aimeraient faire ce métier-là aujourd'hui ? C'est super dur parce que la question qu'on nous pose souvent, c'est comment faire pour y entrer. Alors, il y a il y a soit le hasard, c'est souvent des parcours comme ça. Je pense qu'il faut essayer de travailler et peut-être après de se faire remarquer, je pense que c'est comme ça. Et sinon, il y a la filière plus
où là on s'affirme. Si on veut faire de l'antenne, c'est faire les castings, appeler les productions et faire un maximum, envoyer des vidéos. Mais aujourd'hui, les jeunes ont des tels moyens d'expression que c'est plus facile presque qu'à notre époque. Vous voyez, entre Internet, les vidéos que vous pouvez mettre en ligne sur des trucs, sur les sites, etc., les blogs, tout ça, on peut faire du buzz autour de vous, alors même que vous n'êtes pas complètement dans ce milieu. Donc ça vous permet d'y entrer aussi et qu'on s'intéresse à vous comme ça. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est surtout rester fidèle à son objectif, rester concentré sur son objectif, ne pas s'en laisser détourner par des propositions qui peuvent survenir avant qu'on l'ait atteint et qui peuvent nous détourner de cet objectif-là. Moi, j'ai toujours voulu faire ce métier de journaliste. J'aurais pu partir sur d'autres trucs à certains moments. J'ai toujours écarté ces propositions et au final, voilà. Aline a une question pour vous sur l'animation, Carole. On sait que vous présentez des émissions seul ou en duo, donc j'aimerais savoir si vous avez une préférence seul ou en duo. Alors moi, je suis très bonne camarade, donc c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça. Je confirme. Mais j'aime bien travailler en duo et j'ai pas de problème. Et j'ai eu la chance surtout, notamment de commencer mes duos avec Jacques Legros, qui m'a toujours laissé exister. Et c'est un journaliste, Jacques Legros. Et ça, c'est très important parce que vous n'avez pas le truc de à toi, à moi. Jamais j'ai, comme font certains, noté le nombre de lignes, coché le nombre de mots, vérifié le nombre de phrases pour être sûr qu'on avait le même temps de parole. Je suis pas du tout comme ça. Ça m'intéresse pas de travailler comme ça. Donc voilà. Après, c'est des exercices différents. Le duo, ça crée une complicité différente. Après, on apprend à se connaître et tout. C'est vraiment agréable. Après, les émissions en solo, quand c'est le grand concours, on pourrait pas la faire à deux, cette émission. Ce qui se crée, c'est la complicité avec l'animateur ou avec les grosses têtes ou avec le candidat qui est en face de moi. C'est deux exercices différents. Voilà. Alors, quand après, vous êtes amené à présenter avec un mec qui vous plaît pas franchement et qui vous entendez pas franchement, vous le faites pas, quoi, en gros. Donc, je préfère me faire plaisir, moi. Nadine s'intéresse à la peur d'être face à la caméra. Oui, c'est un peu... Le fait d'arriver ici, c'est assez impressionnant, pour moi en tout cas. Et je veux savoir si ça vous arrivait, surtout aussi à vous, et comment vous faites pour garder votre calme. Je pense qu'à l'intérieur, la première fois où j'ai présenté le journal de 20h, j'étais comme vous tout à l'heure, vous me disiez que c'était un peu impressionnant et vous étiez un petit peu stressé. On l'est tous. Maintenant, c'est une question à la fois de formation, c'est notre métier, on est là pour ça. Si vous me mettez aux commandes d'un Boeing 747 au début d'une piste de décollage, je pense que je serais paniqué. Voilà, donc et les passagers aussi, ils auraient intérêt d'ailleurs. Mais voilà, c'est une question à la fois de formation, une question d'habitude et de tempérament, mais on est tous à l'intérieur forcément un peu stressés au début. Une question de Jacqueline, Carole. Oui. Je voudrais savoir si vous suivez régulièrement les émissions de l'autre et quel regard vous portez sur vos carrières respectives. Alors moi je regarde souvent les émissions d'Harry, notamment 7 à 8 et le journal, parce que alors pour le coup je suis consommatrice de ces émissions. L'inverse il nous répondra, je sais pas. Et sur nos carrières, écoutez, moi j'ai l'impression de faire mon petit bonhomme de chemin, d'apprendre chaque fois un peu plus. Vous parliez de trac, moi je suis très traqueuse encore aujourd'hui. J'ai mis beaucoup de temps avant de me sentir à peu près à l'aise à l'antenne. Il y a des fois où je me sens mieux que d'autres fois, parce que j'avais l'impression qu'on me prenait quelque chose que j'avais pas envie de donner. Ça a été comme ça pendant longtemps, c'était un truc violent, physique même. Mal à donner. Non, parce que c'est pas un métier qu'on vous apprend, vous apprenez tout seul. Sur le tas. Sur le tas. Donc c'est ça qui est difficile. Donc il faut être à la fois fidèle à celle que vous êtes, développer vos qualités, et après, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc moi, ma carrière, je la vois sans la voir. C'est toujours le retour des autres qui vous met face à ça, parce que moi, j'ai pas l'impression ni d'être une grosse vedette, ni d'être une vedette, ni d'être une star. Je fais mon métier, j'essaye de le faire le mieux possible, et quand on rencontre les faveurs du public parce qu'une émission marche, ça c'est la vraie satisfaction, parce qu'on se dit qu'on a, voilà, on est dans l'air du temps, qu'on a répondu à une attente, et ça fait vraiment plaisir. Mais en fait, ce que j'aurais voulu savoir vraiment, c'est quel regard vous portiez sur la carrière de l'autre. De l'autre, je croyais que c'était ma carrière. Vous savez, on est très très égocentrique dans ce métier. Alors, d'accord. En ce qui concerne, moi je la trouve formidable sa carrière. Et puis ce que je trouve formidable surtout, c'est que le bonhomme est resté simple. Enfin voilà, c'est un homme normal, c'est un homme qui fait son métier avec passion, et c'est ce que j'apprécie moi avec lui, c'est qu'il est simple. Voilà. Et
Et je trouve que ça se ressent, et je pense que c'est pas pour rien qu'il est aussi le journaliste préféré des Français, c'est parce qu'il a cette simplicité-là. Voilà. Et garder la tête froide après le parcours qu'il a, chapeau. Merci. Alors moi je regarde... Carole est très fréquente sur TMC, c'est vrai que je ne regarde pas systématiquement, mais je regarde les émissions qu'elle présente de temps en temps sur TF1. Et ce que j'admire beaucoup chez elle, et c'est dans mon esprit aujourd'hui l'une des rares avec un garçon qui s'appelle Nikos Aliagas, c'est que c'est une animatrice qui a la crédibilité lorsqu'elle présente des émissions plutôt journalistiques, des émissions de reportage, et c'est quelqu'un qui est à l'aise et qui est crédible lorsqu'elle présente des émissions de divertissement. Moi je serais complètement incapable de présenter une émission de divertissement et d'être animateur d'une telle émission. Et moi je trouve ça très difficile parce que c'est pour le coup sans filet, c'est un exercice qui moi me paraît assez difficile et je suis très admiratif de ça. Asdine voudrait maintenant revenir sur l'été 2006 pour vous, Harry. Bon, un été normal, des vacances, presque. Un petit retour au bureau. Alors en fait, c'est concernant votre premier JT de 20h qui a eu lieu le 17 juillet 2006. Plus près de micro. Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti, parce qu'il y a eu quand même 8 millions de téléspectateurs, et qu'est-ce que vous avez ressenti justement? Alors très très bizarrement, j'ai très bien dormi la veille, j'ai passé une journée très tranquille, mais vraiment sans stress aucun, sans doute parce que j'étais aussi très bien entouré et que les choses avaient été bien préparées et que je sentais que j'étais pas tout seul. Et effectivement, la chose dont je me rappellerai, c'est au moment où Evelyne Delia finit son bulletin météo et où elle dit dans un instant le journal présenté par Harry Roselmack. Et là, dans sa voix à elle, je sens un peu de stress. Et là, à ce moment-là, j'ai le cœur qui est parti à 120. Et effectivement, il y a eu quelques secondes avec un pic de stress. Mais c'est vrai qu'une fois que le générique se termine et où vous dites bonsoir, vous êtes concentré sur ce que vous devez dire et ça se passe bien. Fosy voudrait s'intéresser maintenant à la question de la distance à la télévision, pour vous, Carole. Donc, dans votre émission C'est quoi l'amour ? J'aimerais savoir en fait comment vous arrivez à contenir vos émotions lorsque vous avez des témoignages qui sont parfois difficiles. Je les contiens pas toujours, c'est ça la vérité, c'est que il m'est déjà arrivé de pleurer en plateau parce que les histoires me touchent tellement que je peux pas lutter, donc c'est comme ça. Quand vous avez un témoin ému, vous pouvez pas réagir autrement que d'être touché par son histoire. Je pleure beaucoup en visionnage aussi, c'est-à-dire que quand je découvre les sujets pour la première fois, alors pas tous, mais souvent je suis dévastée et je me dis vaut mieux que je pleure avant en régie, en visionnage que sur le plateau, voilà. Mais on est une toute petite équipe, on est 8, on garde des contacts avec tous ceux qu'on a reçus depuis 10 ans bientôt, on est une petite famille et voilà, et je me nourris beaucoup de ces gens-là, de ces histoires-là, j'y repense souvent et c'est une vraie leçon d'humilité et c'est la leçon de la vie et ça, moi, ça n'a pas de prix pour moi. Et quand je vois le bien que ça peut faire à ces personnes-là, je me dis que la télé, ça sert aussi à ça, que j'ai été utile. Et voilà, je trouve ça important. Anthony voudrait connaître votre vision du PAF. Vous avez collaboré, Carole Rousseau, avec les principales chaînes françaises, les 3 en tout cas. Quelle est selon vous, et vu de l'intérieur, les plus grandes différences entre TF1, France 2, France 3 ? Leur manière de travailler est-elle semblable ? Y a-t-il de grandes différences sur la manière de transmettre également l'information, puisqu'on est... Alors, moi j'ai travaillé pour TF1, je travaille toujours pour TF1, pour France 2 1 an, via la boîte de prod de Jean-Luc Delarue, donc j'étais pas du tout en interne, donc j'ai plutôt été produite par des sociétés extérieures. J'ai jamais été, sauf au tout début, quand j'ai commencé en 93, pendant 3 ans où j'étais assistante de production, où j'étais salariée de TF1, mais je ne suis pas salariée de TF1. Moi, je suis prestataire de service, j'ai une boîte, je suis gérante de société, j'ai une boîte de production, je suis TF1 est mon client, TMC est mon client, voilà. Donc, ce que je peux en revanche vous dire, en les voyant aujourd'hui, c'est que travailler avec TF1, c'est avoir des vrais interlocuteurs, on connaît la règle, ça marche très bien, ça marche pas,
tant pis, dehors, bon, on sait à quoi on s'attend, donc on travaille dans ce sens-là. TMC, c'est aussi travailler avec une équipe très, très jeune, très motivée, qui a envie de faire des choses. Et ça, c'est une espèce de bouffée d'oxygène, parce que TF1, c'est quand même un gros mammouth qui a du mal parfois à bouger, qui aujourd'hui se remet vraiment en question et en cause. Et ça, c'est intéressant pour tout le monde, parce que chacun à son niveau, on se remet en question. Et ça, c'est vachement important pour progresser. TMC, c'est ça. France 2, je les connais moins. Je peux vous dire que vous prenez rendez-vous, on met du temps à vous rappeler, que vous avez proposé des trucs, on met du temps à vous répondre ou à pas vous répondre du tout. Voilà. Bon, c'est anecdotique. Ils ont leurs équipes avec qui ils travaillent régulièrement, c'est comme ça. Mais globalement, ça se passe bien. Harry, Jacqueline voudrait savoir si on vous parle à l'oreille. Avez-vous souvent recours au prompteur? Et l'oreillette vous sert-elle énormément dans votre présentation du journal, par exemple, entre autres? Alors oui, je me sers du prompteur et de mes feuilles. Je joue avec les deux. Et l'oreillette, elle est très utile. Pas pendant qu'on est à l'image, mais pendant les sujets. Vous savez que quand je vous lance, c'est comme ça qu'on dit, quand je lance un sujet, oui. Pendant le sujet, on parle à l'oreillette parce que parfois il y a des modifications dans l'ordre des sujets. Okay. Si un sujet qui n'est pas prêt et qui doit partir juste après, on me dit bah écoute non, il n'est pas prêt, on le retarde de 2 sujets, ou alors là il y a une grosse info qui vient de tomber, regarde les dépêches, et là le journal, on n'a pas l'impression, mais ça bouge en permanence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez l'antenne, tout peut arriver. Le conducteur, l'ordre que vous aviez prévu peut être complètement bouleversé. Alors c'est rare, mais ça peut arriver. En tout cas, ce qui n'est pas rare, c'est que les sujets changent un peu d'ordre selon des éléments soit techniques, soit éditoriaux. On décide que telle information, finalement, on va la remonter un peu. Merci. C'est une vraie gymnastique, ça. Merci. On ne mesure pas ce que c'est, mais effectivement, il faut être super réactif, rester concentré. Parfois, on vous parle en vous donnant une information, donc il faut l'intégrer pendant que vous êtes en train de parler et de lancer le truc d'après. Parfois, c'est chaud. Merci. Une question de Fosy sur le choix des émissions, et notamment l'émission Appel d'urgence, Carole. Dans votre émission Appel d'urgence, les images sont aussi peuvent être angoissantes pour le téléspectateur. N'avez-vous pas peur de créer parfois un sentiment d'insécurité avec ces images? Moi, je pense pas. Je pense pas, parce que il y a quand même aussi les résultats. C'est pas du tout ce que je reçois ni comme courrier, ni comme remarque, ni comme chose comme ça. Et puis moi, je suis plutôt pour. Je pense que tout dépend comment on montre les choses, mais moi je pense qu'il faut dire les choses, que toute vérité est bonne à dire. Voilà. Et donc il faut faire effectivement attention au traitement, mais que la réalité, la vie, elle est difficile et on essaye d'être au plus près de la vérité. Voilà. Donc effectivement, par moment ça peut. Mais de la même façon que sur C'est quoi l'amour, par moment on me dit l'enfant handicapé qu'on a vu ou l'histoire du couple, ceci, cela, c'est vachement lourd. Ouais, mais c'est la vie. Et moi j'ai pas peur de ça. Voilà. Et moi je trouve que c'est ça qui est important, parce que c'est ce qui amène aussi le téléspectateur à en parler en famille, à s'interroger, à être d'accord ou à ne pas être d'accord, et à échanger. Voilà. Jacqueline voudrait s'intéresser à la dictature de l'audimat pour tous les deux. Êtes-vous tenu par un certain pourcentage d'audimat pour garder votre place? C'est ça qui m'intéresse. C'est très difficile à dire. Concernant le journal, heureusement que le journal n'est pas soumis au diktat de l'audience. Il y aura toujours des journaux, même si ils font moins d'audience. Alors on va trouver le moyen d'en faire un peu plus, donc les journaux vont peut-être changer dans leur forme, mais il y aura toujours un journal. Le cas de figure du présentateur dans le JT, alors évidemment si le 17 juillet quand j'avais pris l'antenne, je pense que si pendant les 6 semaines que j'ai fait, j'avais divisé l'audience du journal par 2, il est très probable que je ne serais pas revenu au remplacement suivant. Mais c'est en tout cas fort peu. Je pense que l'impact de l'audience est plus fort sur les émissions. Sur 7 à 8, on le sent déjà un petit peu plus, c'est-à-dire que 7 à 8 est soumis à des contraintes d'audience, ça il faut le savoir. Lors de la resignature de l'émission, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y a une comment on appelle ça, une norme, une clause d'audience, clause d'audience, voilà. Et cette clause d'audience là, elle existe effectivement.
Alors moi, je la vis tous les jours. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est très stressant et à la fois c'est tellement parti. Vous avez intégré cet élément-là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que vous faites une émission, pour peu que ce soit une mensuelle, vous jouez votre peau entre guillemets à chaque émission, parce que moi, si à la fin de la saison ou si en cours de saison mes émissions ne marchent pas, on va me dire Carole Rousseau, vous êtes très sympa, mais merci, au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que du jour au lendemain, et c'est ça qu'on n'intègre pas assez par rapport à ce métier. La télé, ça paraît facile à faire. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de gens mobilisés, et c'est aussi une sanction qui fait que votre survie, c'est un métier assez précaire pour ça. On l'a vu pour certains qui aujourd'hui, après avoir fait les grandes heures de TF1, ne sont plus là alors qu'ils n'ont pas démérité. Mais les émissions ont passé de mode un peu. Merci. Fosy s'intéresse à l'image et à la forme. Donc la question s'adresse aux deux. Donc pensez-vous que pour réussir dans la télévision, il faut avoir un physique plutôt avantageux? On l'entend ça. Maintenant, on n'est pas... Enfin, c'est super difficile parce que moi, j'ai pas l'impression, on n'est pas des top modèles, et je trouve qu'il y a une génération aujourd'hui de gens, d'animateurs, de journalistes qui sont plus normaux en termes de beauté entre guillemets que ceux qui ont pu exister à une certaine époque où effectivement on cherchait les filles vraiment spectaculaires, les mecs vraiment spectaculaires. De toute façon, en général, et ça, tant mieux, hein, heureusement que tu es là, parce que les femmes sont plus jolies que les mecs en télé, hein, je suis désolée, mais c'est quand même un peu ça. On en a quelques-uns, on est contente, mais non, c'est sûr qu'il faut être présentable, mais on a des contre-exemples. Ce qui passe surtout, c'est la personnalité, c'est ce que vous dégagez. Et je pense qu'une fille, si on parle de Valérie Damido, elle le dit elle-même, c'est pas un canon de beauté, mais c'est une fille très jolie. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout, et je pense que la société aujourd'hui, elle a vachement évolué par rapport à ça. Anthony, pour je suis d'accord. Oui, peut-être. Je suis d'accord. Toi qui es très beau, Harry, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Non, mais je pense comme toi que c'est un élément parmi d'autres peut-être, mais c'est pas l'élément déterminant. Ce qui est déterminant, c'est ce qui passe par la caméra, et ce qui passe par la caméra, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, que la beauté physique. Si vous avez quelqu'un qui a une très belle plastique mais qui est mauvais, ça passera pas. Qui a pas de charme ou pas de charisme, ça dépend après. On revient au fond justement pour la dernière question, Harry, avec une question d'Anthony sur l'évolution du métier de journaliste. Alors on a vu se développer Facebook qui permet de diffuser beaucoup d'informations, et plus récemment Twitter qui est dit comme un nouveau journalisme. Que pensez-vous de ces moyens de communication? Pensez-vous que ça permet des libertés d'expression et donc liberté d'exercer pour les journalistes, ou au contraire que ça met en danger le métier de journalisme et plus particulièrement celui de présentateur télévisé? Celui de présentateur télé, pour l'instant, je crois pas. Maintenant, c'est vrai que le journalisme, il doit en même temps prendre en compte évidemment ce nouveau média qu'est Internet. Il doit l'investir, mais il faut être extrêmement prudent sur l'information sur Internet, parce que vous parliez de Twitter notamment. C'est un moyen de diffuser des informations, oui, mais beaucoup de fausses informations. L'information, elle n'a de sens que si elle est vérifiée, recoupée de façon professionnelle par des gens dont c'est le métier, qui sont formés pour ça, qui savent comment on vérifie une information, comment on la valide. Et c'est vrai que sur Internet, on a une majorité d'informations qui circulent et qui ne sont pas validées. Donc on lit tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est important que les journalistes investissent, ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, il y a des sites Internet sur lesquels il y a une très bonne information. Hein. Il y a des sites comme Rue 89, il y a des sites de journaux, il y a des sites de chaînes de télé comme TF1.fr, sur lesquels vous avez une information qui est validée, qui est une information sûre. Merci Carole, merci Harry, merci pour ce moment exceptionnel, merci au nom des 6 lecteurs qui sont ici. Merci à vous surtout, Merci. parce que c'est intéressant comme exercice, c'était sympa de vous rencontrer, merci. Alors, je vous donne rendez-vous dans les colonnes du Républicain Lorrain le mardi 13 octobre, dans l'édition papier et sur internet en vidéo. Voilà, à bientôt, merci à tous. Carole aussi,